Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler du poste de directeur sportif. Leonardo est toujours en poste, son licenciement se fait attendre d'un jour à l'autre le plus vite possible bien évidemment. Et dans le cadre de son remplacement à Doha, on a déjà quelques noms en tête dont un qui est sorti dans la presse hier soir, Monchi, je ne sais pas comment le prononcer. Prononcez-le comme vous voulez, on va décortiquer sa méthode dans cette vidéo comme on l'a fait un petit peu plus tôt avec Michael Edwards et Paratici bien évidemment. Alors cette information, c'est Fabrice Hawkins qui en est à l'origine. Il a annoncé que le PSG a contacté Monchi qui se sent bien à Séville, là où il fait un travail extraordinaire, mais il n'est pas insensible à l'intérêt parisien. Bien évidemment, là on parle quand même d'un changement de dimension pour lui. Il est apprécié à Doha, ça pareil, c'est quelque chose qui est important. On sait à l'époque par exemple Nasser qui voulait Antonio Conte, au final Doha qui lui impose Thomas Tuchel, on sait que ça se décide là-bas. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire qui décide à Paris. Est-ce qu'il y a un pouvoir de décision en place à Paris? Leonardo, son entourage, Nasser est à Doha en ce moment évidemment. En plus, il y a une information qui disait qu'en période de Ramadan, il ne fallait pas attendre grand-chose au niveau des décisions parce que on n'est pas trop impliqué là-dedans, quoi. Hein. C'est repoussé en fait, hein. C'est repoussé à la fin du Ramadan, soit début mai, quand Nasser fera son retour à Paris. Donc il est bien à Séville, mais pas insensible à l'intérêt parisien. On va décortiquer sa fameuse méthode dans cette vidéo. Notons aussi que juste avant, mais vraiment 2 secondes avant que j'ouvre la caméra, le Mundo Deportivo a démenti cette information, annonçant qu'il était bien à Séville et qu'il ne voulait pas prendre le risque, on va dire, qui serait inconsidéré de signer au PSG, parce qu'il sait très bien qu'en termes de marge de manœuvre et tout ça au club, c'est un petit peu spécial, quoi. Voire inédit sur la planète foot aujourd'hui. Alors, d'abord Leonardo. Il est toujours en poste. Concernant l'entraîneur, qu'il ne soit pas viré au lendemain de la défaite contre le Real Madrid, je le comprends. Dans la mesure où, à partir du moment où il n'a pas perdu son vestiaire, il n'y a pas d'enjeu en fait pour cette fin de saison. Il n'y a pas de problème à le garder et prendre son temps pour prendre les bonnes décisions. Par contre, le directeur sportif, là par contre, tu as un mercato à préparer. Ça se fait pas à la mi-juin. Et c'est surtout une erreur qu'on a déjà fait en virant Antero Henrique sur le tard en 2019. Faire revenir Leonardo, on le sait tous, d'un point de vue de communication, c'était un petit peu de la com avant tout. Et au final, en plus à ce moment-là, tu avais quand même 2 dilemmes. Alors déjà le mercato qu'il fallait faire, il fallait recruter. Et ensuite, on avait des obligations financières par rapport au fair play financier. C'est pour ça qu'on brade entre guillemets les Diaby, les Nkunku par exemple. Voilà. Là, aujourd'hui, Leonardo est toujours en poste. On ne sait pas comment il prépare, ou du moins s'il prépare le mercato d'été. Il y a des noms qui fuitent, Tchouaméni et tout ça. Paul Pogba, on sait très bien qu'il veut faire Paul Pogba. Là, Romain Molina l'a officialisé. On savait tous un petit peu, il n'y a pas besoin de faire Polytechnique pour le savoir, que lorsque c'est Mino Raiola qui est aux manettes, qui est l'agent du joueur, t'es à peu près certain que Leonardo va se positionner parce qu'il y a une opportunité de se rincer. Comme Antero Henrique sur le deal Leandro Paredes par exemple. Comme Leonardo avec Mauro Icardi, même si c'était une autre bande de copains que Mino Raiola. Bref, le timing du licenciement, écoutez, moi, en fait, plus les jours passent, plus je me dis qu'on est en train de s'enfoncer. Il fallait le virer dès le lendemain. En plus, il a servi à rien après le match. Alors il est allé faire son cirque avec Nasser dans le bureau des arbitres au Santiago Bernabéu. Ça a fait plus de bruit qu'autre chose. Mais sinon, dans la presse, on l'a pas trop entendu, quoi. Il n'a pas défendu ses joueurs, il n'a pas pris la parole, on ne sait pas ce qu'il pense de tout ça. Et c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, en France, il y a eu quand même un traitement médiatique très très violent. Même si sur le fond, ils ont peut-être raison. Daniel Riolo qui qualifie Neymar de quasi bourré à l'entraînement, qui dit que Verratti est nul à chier et tout ça, je suis désolé. Quand l'équipe s'attaquait au club il y a quelques années, il y a eu des communiqués, ils ont été bannis de camp des loges et tout ça, pour moins. Là, il n'y a rien. Même pas un communiqué de presse, même pas une montée de Leonardo, je sais pas, il peut faire un entretien dans le Parisien pour recadrer un petit peu tout ça, tu vois ce que je veux dire? Non, il n'en est rien, et je trouve que c'est un petit peu déplorable, bien évidemment. Bon, pour ce qui est de Nasser, il partira pas, ça c'est certain. Et d'un autre côté, j'ai envie de me dire, Doha, ils injectent des fonds, ok, ils sont sympas, mais de l'autre côté, il faut se rendre à l'évidence en fait. Ils vireront jamais Nasser, il est trop loyal auprès de l'émir. Et surtout, s'ils le virent, est-ce que ça servirait à quelque chose? Dans le sens où on est déjà quasi certain qu'on aura un Qatari inconnu au bataillon qui va prendre son relais et qui n'aura pas forcément plus de compétences que lui. On le sait très bien, ils ne vont pas le remplacer par une figure française, par une figure qui connaît le foot. Non. Là-bas, ils vont prendre dans l'entourage de l'émir, dans le système politique du Qatar, bien évidemment. Donc bon, Monchi. Alors, revenons sur lui, évidemment.
Directeur sportif légendaire de Séville, il y est quand même depuis 2000. Il a fait une petite parenthèse de 2 ans à la Roma entre 2017 et 2019, on y reviendra plus tard, mais c'est lui qui est par exemple à l'origine des Jesus Navas, tenez-vous bien, Ivan Rakitic, encore mieux, Sergio Ramos, top 3 meilleurs défenseurs de l'histoire de ce sport, même si c'est difficile à dire en ce moment et surtout quand t'es parisien, et Daniel Alves, quelqu'un qui a quand même révolutionné quasi à lui tout seul avec l'aide de Pep Guardiola, le poste de latéral. Voilà. Donc c'est lui qui est à l'origine de tout ça, qui les a recrutés pour pas cher et qui les a revendus 2, 3, 4 fois plus cher pour qu'ils aillent exploser dans les meilleurs clubs du monde. Vous l'avez compris, Monchi c'est avant tout quelqu'un qui est capable de voir les talents très très tôt pour pouvoir faire une plus-value. Est-ce que c'est quelque chose de PSG compatible? Là pour moi il y a 2 mesures. Au PSG, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des sous sur nos joueurs? Est-ce qu'on a déjà besoin de faire des sous? Avant tout, non. Je crois pas que le Qatar ait investi pour se faire des thunes, mais plutôt pour avoir un outil de soft power, bien évidemment, ça on le sait tous. Et ensuite, est-ce que de l'autre côté, si tu vois de l'autre côté du miroir, Monchi peut mettre en place cette technique quand tu es directeur sportif du PSG? C'est un petit peu le même problème qu'avec Luis Campos. Il y a beaucoup de gens qui rêvaient de Luis Campos parce qu'il a fait du très très bon travail. C'est clair, les 2 titres de Ligue 1 qu'on a perdus sur l'RQSI, c'est Luis Campos qui était à la tête du club qui nous l'a piqué, Monaco 2017 et Lille l'année dernière, tout simplement. Donc c'est vrai que ces méthodes-là, tu peux te dire à un moment donné, quand il va arriver dans les négociations et qu'il va dire « Ouais bonjour, je suis directeur sportif du PSG », quand tu as l'étiquette du PSG, est-ce que ça va pas tout simplement te griller tout de suite en fait? Les gens ils vont te dire « Ah bah non mon coco, hein, je vais pas te le vendre 20 millions, pour toi c'est 3 fois plus ». Il y a le tarif PSG qui s'applique. Évidemment, là, déjà, tu as un premier point de tension, surtout qu'en plus, recruter pour pas cher, pour revendre plus cher, on s'en branle un petit peu, quoi, au PSG. Bref, avant tout, c'est un réseau de scouts. Alors ça, c'est l'essence du foot. En ce moment, ça se perd au profit de la République des copains. À l'échelle nationale, c'est plutôt l'Olympique Lyonnais qui est visé. Au PSG, je ne connais pas le nombre de scouts qu'on a, mais je crois qu'il ne doit pas être bien élevé. Je miserais peut-être sur un 0 pointé, tout simplement, parce que, tu sais très bien. Alors, quand c'est pas Nasser qui voit une opportunité marketing ou qui se voit imposer à Doha un dossier à boucler et qui du coup arrive, boum, dit au directeur sportif, tu restes chez toi, je négocie le contrat, je fais ma conférence de presse planétaire au Parc des Princes et c'est bouclé, c'est le directeur sportif qui dit ah bah tiens, il y a mon copain qui m'a proposé ce joueur là, bon est-ce qu'il est PSG compatible? Oh à un moment donné on s'en branle un petit peu, hein. Si je peux donner 10K à un pote, je vais pas me priver bien évidemment. Aujourd'hui, on a l'exemple avec Paul Pogba, on l'a eu avec Mauro Icardi quand même, quand on a missionné un intermédiaire sur le deal dans les négociations pour faire le travail de Leonardo. Quelqu'un qui a été grassement payé, un inconnu au bataillon, qui aujourd'hui doit voler en jet privé grâce à nous, aux frais du club, alors que Leonardo te coûte déjà un salaire pour les compétences qu'avait cet intermédiaire. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, et le pire là-dedans quand même, c'est que cet intermédiaire, en plus de Leonardo, ils n'ont pas été foutus de voir que l'Inter nous plantait avec leur fameuse clause de 15 millions d'euros sur Vendée Icardi à un club italien, qui était interdite, tout simplement illégale, et pour laquelle on a pris une amende. Alors l'amende, elle est dérisoire, mais on a pris une amende quand même, pour vous montrer un petit peu le niveau de compétence qu'on a à l'heure actuelle au sein du club. C'est phénoménal. Bref, donc cette politique de Monchi, c'est vraiment du scouting. Alors ça, c'est l'essence du foot. Moi, j'en raffole bien évidemment. Il est tout autour du monde, il connaît tous les plus jeunes talents. C'est pour ça qu'après, il les fait venir dans son club pour les revendre plus cher. Bref, c'est quelqu'un qui connaît tout. On va affiner bien évidemment. Il parle beaucoup aux médias. D'abord, c'est quelqu'un qui se livre. C'est vrai que les directeurs sportifs, alors je l'ai déjà fait avec Paratici et Edwards de Liverpool, pardonnez-moi, c'était des vidéos difficiles à faire. Parce que les mecs, à part les statistiques des joueurs, l'âge où ils recrutent, les montants, trucs muches, il n'y a pas grand-chose. Tu sais pas comment ils bossent les mecs. Edwards ne se confie quasi jamais aux médias. Paratici, idem. Leonardo, c'est que de la langue de bois, c'est que de la com. En aucun cas, il te parle de sa méthode. Monchi, lui, alors, vraiment, s'il y a un directeur sportif que j'inviterai au café pour discuter foot, c'est lui. Parce que sa méthode, tout le monde la connaît. Voilà, c'est quelqu'un qui pue le foot, tout simplement. Un directeur sportif pur, limpide, je dirais. Alors sa méthode, elle est en 5 points. Ça peut vous paraître bateau, mais si on approfondit, il y a plusieurs enjeux pour le PSG. D'abord, premier point, avoir un réseau de scouts qui fonctionne comme ça. Tu as 12 scouts, un par championnat. De juillet à décembre, ils scrutent évidemment leur championnat, ils sélectionnent des joueurs, ils les suivent et tout ça. Et de janvier à mai, ils proposent une liste de 15 joueurs par position à leur directeur sportif, qui ensuite va discuter
en fonction des besoins de l'entraîneur. Retenez bien le mot « besoin » pour plus tard dans la vidéo. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est bien huilé, tu as envie de te dire c'est limite une logique entrepreneuriale, ça ne peut que fonctionner. Tu as l'impression que c'est une science exacte en fait ce truc. Même si le foot bien évidemment n'en est pas une. Deuxième étape, établir un profil clair qui ira avec l'entraîneur. C'est-à-dire que l'entraîneur n'a pas le droit de donner des noms, mais on va lui demander un profil, tout simplement, qui va coller avec sa philosophie, avec l'équipe. Aujourd'hui au PSG, de tête, je vous citerai le dilemme au poste de numéro 9 en fait. Est-ce que tu prends un vrai 9, point de fixation, ou un 9 qui attaque la profondeur? Ensuite, il y a un profil très clair. Là aujourd'hui, le plus clair, c'est évidemment l'ailier. Classe mondiale, très très vif, capable de porter le ballon, bonne conduite de balle, qualité de centre, qualité de finition, beaucoup de vivacité et jeune dans l'idéal. Là, je pense qu'on est tous d'accord évidemment là-dessus. Au milieu de terrain, alors, tu as la sentinelle, le joueur qui est capable de défendre, mais tu as aussi le relais entre le milieu et l'attaque. Tout simplement. Voilà. Au poste de latéral, bon, c'est plus un profil de seconde zone qu'il faut parce que c'est des joueurs derrière Hakimi et Nuno Mendes. Ensuite, bon, troisième étape, bien appréhender l'adaptation à l'équipe ou au championnat. Tout est calculé, évidemment. Là, j'aimerais faire un parallèle avec le dossier Wijnaldum. Le mec, il signe, il se vautre complètement, mais il le savait, il se connaît quand même. Le garçon, c'était quand même assez prévisible. Je tiendrais à signaler quand même, je vous redirige vers les vidéos que je sortais en juin dernier, je me faisais tabasser dans les commentaires. Hein. Tabasser parce que je disais, Wijnaldum sera un joueur de rotation, pas plus. Wijnaldum ne sera pas titulaire au PSG, et dans lequel j'émettais des doutes, parce qu'il a commencé jeune, parce qu'il a la trentaine, parce que, d'abord, c'était sûr et certain, 8 millions par an, c'était sûr que ça allait être surpayé, en fait. Ah oui, tu le sous-estimes, il a gagné la Ligue des Champions, le match contre Liverpool, il joue dans la meilleure équipe d'Europe, tu crois qu'il va être que dans la rotation chez nous? 8 millions, on s'en fout, c'est pas nos sous si on peut les mettre. Mais non! C'est pas une question d'avoir des sous à profusion. C'est une question d'avoir une logique salariale qui derrière fait que tu as un effectif cohérent, tout simplement. Voilà. Eh ben, je vous redirige quand même parce que c'est vrai que 10 mois après, c'est une de mes plus grandes victoires par rapport aux nombreuses propagandes que j'ai menées. Alors, il y en a une autre, évidemment, c'est la fameuse vidéo. Alors, ça, c'est pareil. La vidéo que j'ai sortie à l'arrivée d'Icardi, pourquoi est-il l'attaquant parfait? Il y a plein de gens qui me l'envoient en DM en ce moment. Alors ça, voilà, je vais nuancer, bien sûr. Je me suis trompé là-dessus, comme beaucoup, j'en fais partie, je suis dans le tas. Et le pire, c'est que YouTube, ces gros bâtards, ils la mettent en recommandation en ce moment. Les gens l'ont dans leurs recommandations. Voilà, allez savoir pourquoi. L'algorithme YouTube est définitivement incompréhensible. Bref. Ensuite, quatrième étape, la dimension humaine. Voilà, on s'intéresse à l'homme, pas que le footballeur. Et enfin, eh bien, on lui décrit du mieux possible le club et son environnement. Les joueurs signent en connaissance de cause. Pareil, je vous renvoie au dossier Wijnaldum par exemple, ou Mauro Icardi. Tu vois ce que je veux dire, bien sûr. Il y a une grosse importance des datas. Ça, c'est important. Personnellement, j'en raffole pas. Je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos, je m'appuie que très rarement, voire quasi jamais, sur les statistiques. Alors lui, c'est quelque chose qui l'épluche. Alors il a toute une armée de statisticiens, d'analystes et tout ça. Au camp des loges, là, il y aurait des vrais travailleurs, quoi. Les mecs qui décortiquent toutes les données, tous les chiffres, tout simplement, en rapport avec les joueurs. Je vais vous citer mon chi tout simplement pour bien que vous compreniez. La première chose est de définir le joueur que vous voulez. Imaginez, vous souhaitez un joueur pour jouer long parce que votre équipe mise sur les centres ou les renversements. Ah bah ça tombe bien, au PSG on en a besoin. Vous pouvez décider que la précision moyenne des passes longues soit de 68% au moins. Alors, vous pouvez utiliser cette variable pour vous lancer. Vous comprenez quand même que c'est quelque chose qui est complètement inconnu au PSG. Travailler à partir de statistiques, complètement inconnu quoi. Là, on travaille à partir des copains. On le sait tous, il n'y a pas besoin d'avoir des informations ou jouer les insiders pour le savoir. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face quand on voit le profil des joueurs qui sont recrutés, tout simplement. Donc voilà, l'utilisation des datas, très importante chez Monchi. Et ensuite, je le recite, même si je l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, l'entraîneur ne décide pas du nom du joueur qu'on signe, mais de son profil. Ensuite, avec le travail des scouts, nous proposons différents profils. Il y a une collaboration avec l'entraîneur. Ça, c'est aussi une dimension à prendre en compte au PSG. On sait très bien que le directeur sportif et l'entraîneur ne doivent pas dépasser chacun dans leur zone d'action. Voilà. Souvent, c'est le directeur sportif qui gêne l'entraîneur dans ses fonctions. En plus du problème, quand tu es entraîneur, politique. Les entourages, les réseaux sociaux, la surmédiatisation, les enjeux du club bien évidemment, les joueurs, la République
des joueurs, encore une fois, ça commence à faire beaucoup. Monchi, bon, j'ai envie de dire, même si les entraîneurs ne peuvent pas donner de nom, il y a quand même une collaboration qui est assez juste et équilibrée pour le mettre à son avantage. Encore une fois, ah oui, je terminerai là-dessus, il est excellent dans le développement des jeunes. Là, bien sûr, ça c'est quelque chose qui nous intéresse quand on est parisien, bien sûr. Voilà pour ce qui est de Monchi. J'espère que vous avez tout compris de sa méthode. Est-ce que le signer au PSG, déjà il est associé au club depuis plusieurs années. Hein. Je pense que c'est réellement un rêve de Nasser et de Doha, parce que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Il est en échec de 2017 à 2019 à la Roma, c'est pour ça qu'il revient à Séville. Mais là-bas, il a quand même beaucoup de victoires, une méthode excellente. Mais je maintiens mon avis, en fait. C'est comme Antonio Conte pour moi. Si tu fais la révolution totale au sein du club, ok, tu peux lui donner les manettes. Maintenant, si tu décides de ne pas changer grand-chose et de faire des petits ajustements, comme Thiago Silva l'a préconisé dans une interview cette semaine, bah là non en fait, ça sert à rien, ça fait bander mais que sur le papier, parce que le mec il va signer et il pourra jamais mettre en place sa méthode, et au final il sera complètement discrédité, voilà, tout le monde le critiquera, et ce sera un cercle vicieux qui ne s'arrêtera jamais. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve demain dans l'idéal, parce que là je fais cette vidéo, après je file à l'aéroport, petit week-end tranquille à l'étranger. J'espère pouvoir regarder le match contre Clermont. C'est le soir, c'est pas l'idéal. Je vous avouerai que le Grand Prix à 8 h du matin, ça m'arrange. Comme ça, je suis sûr de le regarder. Maintenant, à 21 h, forcément, tu profites. Hein. Alors, je sais pas si je sortirai un débrief. Ça dépend aussi de la qualité de la Wi-Fi à l'hôtel là-bas. Bonne soirée, bon week-end à tous. Ciao les amis.